L'adhésion, et non l'adhérence pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du concept de faux amis en anglais, est à juste titre considérée par Eric Helms comme la première composante de l'entraînement à considérer pour l'écriture d'un programme d'entraînement. Cependant, j'ai remarqué une tendance chez les pratiquants avec lesquels j'ai pu discuter ou travailler à mal interpréter la considération de cette notion et à l'utiliser comme une justification pour faire des choix qui brident leur progression. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer ce que la position de l'adhésion en bas de la pyramide de l'entraînement d'Eric Helms représente, ce que cela implique et n'implique pas, comment j'ai vu le concept d'adhésion ou de régularité être utilisé comme justification pour donner des conseils bancals, et comment ce sujet est symptomatique d'un des problèmes les plus flagrants du feed game. L'adhésion à l'entraînement représente le pilier des variables de l'entraînement en ce qu'elle assure la possibilité qu'un stimulus soit imposé aux muscles que l'on souhaite travailler avec une certaine régularité. Pour un nouveau pratiquant, s'il était sédentaire, le simple fait de venir s'entraîner à la salle sans pour autant faire attention à la configuration de sa séance, ou même dans un plan plus large de ses entraînements, lui permettra de progresser et de prendre du muscle sur plusieurs semaines. Le simple fait de soulever des poids représente un niveau de stimulus si drastiquement supérieur à ce que l'absence totale de sollicitation était durant son mode de vie sédentaire, qu'il sera déjà forcé de créer des adaptations. Les adaptations qui nous intéressent étant entre autres la prise de muscle et de force. Passé ces quelques semaines, cependant, il sera nécessaire de prêter attention à la configuration de son entraînement, afin d'avoir un programme permettant une progression de façon relativement prévisible, dans le sens où l'on pourra faire le lien entre les choix dans l'entraînement et les résultats obtenus en cohérence à ceux-ci. Néanmoins, il s'avère que pour un nouveau pratiquant, le facteur numéro 1 de la progression est de se pointer à la salle, et donc, pour favoriser cela, il est pertinent de faire des entraînements suffisamment stimulants et divertissants pour donner envie de revenir s'entraîner de façon à créer l'habitude, et de façon à pouvoir par la suite s'entraîner régulièrement sur un programme d'entraînement cohérent avec ses objectifs et son niveau de pratique. Une fois l'habitude créée, bien que la motivation reste un aspect considérable de la poursuite de l'entraînement, c'est la discipline qui, jusqu'à ce que l'entraînement soit simplement un aspect indissociable de votre vie, veillera à ce que vous continuiez à aller à l'entraînement, quand les progrès se feront de plus en plus lentement et que la motivation deviendra plus vacillante. À partir de ce stade, pour assurer l'adhésion à votre programme d'entraînement, il convient de prêter attention à plusieurs aspects. La compatibilité avec votre emploi du temps et votre vie de façon plus générale en dehors de la salle. 2. La faisabilité moyen et long terme du programme. Il convient de s'assurer du temps que l'on peut accorder réalistiquement à l'entraînement en prenant en compte tout ce qui vient se mettre autour, le travail, les études, les éventuels hobbies, le temps passé avec un partenaire, ses amis, sa famille, la cuisine et les repas, le sommeil, etc. Ça ne vaut pas le coup de suivre un programme sur 6 jours, comme le tristement célèbre PPL x2 qui ne laisse que peu de flexibilité dans la semaine, pour voir des gens, participer à d'autres activités, simplement se reposer, si la salle n'est pas la seule chose que vous voulez faire de votre vie. Pareil, au jour le jour, si vous finissez de travailler relativement tard, 19-20 heures, que vous avez beaucoup de trajets entre votre lieu de travail et la salle de sport, que vous finissez à 22-23 heures votre entraînement, que vous avez encore du trajet pour rentrer, et que vous devez vous lever le lendemain à 7 heures, il serait judicieux de, si possible, trouver une salle mieux placée pour optimiser le temps de trajet, ou programmer des séances plutôt courtes afin que cela puisse rentrer dans votre regard sans compromettre votre qualité de récupération. Votre programmation doit pouvoir être suivie avec quasi-certitude et ne doit pas trop créer de friction avec votre récupération et les autres aspects importants de votre vie. Autre chose par rapport à la faisabilité, il s'agit de sélectionner des mouvements et de déterminer un volume d'entraînement qui soit tenable à moyen et long terme d'un point de vue récupération, de sorte que de la fatigue ou des douleurs ne surviennent pas systématiquement si le programme est suivi à la lettre pendant un certain temps. Il doit donc évidemment prendre en compte le matériel auquel vous avez accès et éventuellement leur disponibilité selon l'heure à laquelle vous fréquentez votre salle de sport. Je vais le dire de manière brève, peut-être que cela aura droit à sa propre vidéo un jour ou l'autre, mais on ne progresse pas avec une approche tout ou rien. Beaucoup trop de gens ne s'entraînent pas s'ils n'ont pas accès à tel matériel, s'ils ne peuvent pas suivre tel format d'entraînement, s'ils ne peuvent pas aller tant de fois à la salle par semaine, ils foutent en l'air leur diète, s'ils ne peuvent pas tout faire parfaitement. Ils ont tendance à vouloir choisir un programme optimal et à faire en sorte que leur vie s'adapte vis-à-vis de ce programme, plutôt que de sélectionner un programme qui s'adapte à leur mode de vie. Vous n'avez pas besoin de faire tout parfaitement pour progresser. Il en faut beaucoup moins que vous ne le pensez. Arrêtez avec l'anxiété d'un optimal qui n'existe pas. Comme l'a bien dit Dr Pack dans un post Instagram récent, le simple fait de faire 2 à 3 exercices par partie du corps, de faire 10 à 15 séries de travail direct par groupe musculaire par semaine, 5 à 15 reps par série, mener les séries proches de ou à l'échec, essayez même, si ce n'est pas toujours avec succès, d'augmenter un peu le poids ou de gratter une ou plusieurs répétitions sur quelques séries par entraînement, faire quelque chose les semaines où il n'est pas possible de s'entraîner autant qu'habituellement, même 1 à 3 séries par groupe musculaire compte, prendre une semaine de deload ou d'arrêt si on se sent absolument lavé et que la motivation à l'entraînement semble diminuer, tout ce qui est symptômes de fatigue entre autres, le tout pendant 10 ans, garantie de gagner du muscle même si les paramètres ne sont pas parfaitement gérés. Bien entendu, tout cela en respectant les principes de base d'un bon lifestyle, manger assez, avec un apport protéique et en nutriments suffisant. Par nutriments, j'entends macro et micronutriments. Une gestion du stress
une hygiène de sommeil, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'immense majorité d'entre vous, l'entraînement doit s'adapter à votre vie, pas l'inverse. Bref, l'adhésion a le niveau d'importance que la pyramide d'Eric Helms semble sous-entendre, en ce qu'elle est la condition sine qua non à la possibilité de faire des progrès. Mais elle n'est pas un facteur d'hypertrophie en soi. Passer les premières semaines d'entraînement, simplement venir à la salle et s'entraîner ne suffit pas à faire progresser. Il suffit de regarder autour de vous en salle de sport pour constater l'existence de pratiquants présents de façon régulière, sans sembler progresser d'une année à l'autre. Si vous avez suivi, vous vous rendrez compte que j'ai intentionnellement omis d'évoquer le plaisir à l'entraînement une fois la phase de familiarisation avec la salle passée. Évidemment, prendre du plaisir à suivre votre programme va favoriser votre adhésion à celui-ci. La question à se poser est sur à quel point les choix axés plaisir s'alignent-ils avec vos objectifs. Parce qu'en effet, je recommanderais de sélectionner le type de split que vous préférez, full body, PPL, upper lower, ainsi de suite, presque en dépit de leur niveau d'efficacité en fonction de ce que vous préférez. Bien que sur papier, tout split est à peu près équivalent du moment que le volume sur la semaine est équivalent. De sélectionner des exercices que vous aimez pour chaque pattern de mouvement ou groupe musculaire que vous souhaitez travailler. Mais cela, si et seulement si vous êtes conscient des compromis que vous faites, des règles et ajustements qu'impliquent les choix que vous faites d'un point de vue programmation, de ne pas faire d'aberrations comme on peut le voir trop souvent, que ceci présente suffisamment de pertinence vis-à-vis de vos objectifs et qu'il colle au principe énoncé plus tôt par rapport à l'adhésion. Maintenant, penchons-nous sur la pertinence vis-à-vis des objectifs. Cela va dépendre pas mal de votre profil et des raisons qui vous font apprécier l'entraînement. Il y a différents archétypes que j'ai pu observer chez les pratiquants. Ceux qui s'amusent lorsque l'intensité au sens effort est présente, c'est-à-dire lorsqu'ils s'entraînent à l'échec musculaire. Ceux qui s'amusent en manipulant des charges lourdes, souvent ces deux catégories forment un sous-ensemble de personnes qui aiment combiner les deux. Ceux qui aiment la sensation, la congestion. Les personnes qui sont motivées par des exercices populaires, bench typiquement, mais aussi squat et deadlift. Le power est assez à la mode en ce moment, sur lequel ils peuvent facilement comparer leurs performances avec d'autres pratiquants. Ceux qui sont hypés par ce que font ou leur montrent des influenceurs. C'est la pire race parce qu'ils modifient leur programme toutes les 2 semaines. Et sur tout cela, peut-être saupoudrer un besoin de nouveauté, variabilité, plus ou moins grand chez les individus. Les plus chanceux sont ceux qui font des exercices les plus efficients vis-à-vis de leurs objectifs, leurs exercices préférés. Plus chanceux dans le sens où les préférences ont un niveau de compatibilité avec les objectifs plus ou moins grand. Plus les préférences s'alignent avec les objectifs, plus il sera facile de suivre le programme écrit de façon à obtenir un maximum de résultats au plus vite. Plus les préférences s'en éloignent, moins on pourra faire de compromis et intégrer de facteurs plaisir sous peine de considérablement diminuer l'efficacité du programme pour atteindre les objectifs visés. Afin de favoriser l'adhésion, il convient de faire un compromis entre efficacité théorique et plaisir afin d'avoir un ou des programmes, parce qu'il changera à plusieurs reprises au cours des années de pratique, suffisamment bons pour vous porter vers vos objectifs tout en étant suffisamment plaisants pour être suivis sur des années. Car plus que la spécificité du programme, que le contrôle parfait de chaque variable, que la sélection d'exercices ou que votre technique d'exécution, le facteur limitant vers un gros physique chez la plupart des pratiquants et la longévité dans la pratique. Beaucoup de gens arrêtent à cause d'un sentiment d'ennui après quelques années à l'entraînement, attirés par la nouveauté qu'apporterait un nouveau sport, souvent un sport de combat en ce moment, lassés des efforts que demande la pratique pour optimiser les résultats, pour la difficulté à faire cohabiter la pratique avec leur vie en dehors de la salle, lorsque celle-ci change à la fin des études notamment, avec la rencontre d'un partenaire, la naissance d'un enfant, ce genre de choses. Encore une fois, d'où l'importance d'écrire son programme en cohérence avec. Ou bien encore à cause de blessures, de mauvaise gestion chronique du volume et de l'intensité. Encore une fois, il vous suffit de faire les choses suffisamment bien pour 10 ans ou plus pour avoir un physique et une force impressionnants, voire choquants pour la plupart des pratiquants. Comme on vient de l'évoquer, certains choix plaisir peuvent présenter de trop gros écarts avec les objectifs et constituent un obstacle direct avec la progression d'un pratiquant. Pour un pratiquant débutant, cela ne sera probablement pas un problème, car moins de stimulus est nécessaire pour progresser que plus tard. Arrive cependant un moment où la progression demande une certaine exigence dans la programmation. Plus vous avancerez dans votre carrière, plus vos habitudes à l'entraînement comme en dehors prendront de l'importance. Cela implique que vous ne pouvez plus vous permettre de faire les choses comme vous le sentez pour progresser. Partons du postulat que vous pratiquez pour obtenir des résultats. Que vous vous entraînez pas juste pour vous maintenir en forme, faire ce qu'il vous plaît ou quoi que ce soit du genre. Commençons aussi par établir qu'après 1, 2, 3 ans d'entraînement, on peut aisément admettre que l'habitude d'aller à la salle a déjà été créée et qu'elle ne repose pas sur le fait d'avoir des séances exclusivement ludiques et amusantes de bout en bout pour pouvoir être soutenue. Cela ne devrait pas représenter un effort de volonté insurmontable que de forcer sur un exercice qui va vous donner des résultats simplement parce qu'il n'est pas votre exercice préféré, du moment que votre programme contient un nombre raisonnable de vos exercices favoris. Je vais donc faire une liste de choix explosés au sol jusqu'au ciel, qui se cache derrière l'adhésion comme excuse pour être justifiée. Numéro 1, mon ami. Le changement d'objectif. Yo-yo entre des objectifs d'hypertrophie ou de force, typiquement, sous prétexte que les progrès sont lents. Exemple. J'arrive plus à progresser sur mon bench, j'ai envie de passer en full hypertrophie. Tu crois que ça va régler ton problème ? Non, mon ami. Numéro 2.
Le programme hopping, sans doute l'expression la plus évidente d'une non-adhésion à son programme, le fait de changer très régulièrement pour un nouveau sous prétexte que celui-ci ne fonctionne pas. Souvent, ce jugement est fait hâtivement car les progrès sont mesurés que sur quelques semaines, intervalle durant lequel vous ne pourrez pas forcément observer de changements significatifs selon votre niveau d'entraînement. Je considère dans cette erreur de gros changements comme le changement de split / format d'entraînement, exemple passage d'un bro split à un PPL, à un upper lower, un full body ou quoi que ce soit. Changement de volume, de fréquence, remplacement de la quasi-totalité des exercices. Cette erreur est bien connue, mais je ne pense pas avoir déjà interagi avec quelqu'un qui avait un tel niveau d'irrégularité dans le suivi d'un programme. Mais ça semble être un problème assez répandu pour l'évoquer. Moins évident, mais toujours aussi problématique et plus répandu, est la tendance au changement d'exercice fréquent. On l'observe notamment chez quelqu'un souffrant du Shiny Object Syndrome. Lorsqu'un influenceur montre un exercice qu'il pratique ou conseille, le pratiquant commence à penser qu'il devrait l'intégrer à son programme. Soit parce que ça a l'air fun, soit, et c'est bien plus grave, parce qu'il pense que l'exercice donnera forcément plus de résultats que ce qu'il fait, parce que l'influenceur qu'il suit, qui est sans doute proche du physique qu'il cherche à obtenir, le pratique. Pour des raisons similaires au programme hopping, le changement d'exercice trop fréquent interfère avec la progression pour plusieurs raisons. 1. Le temps d'adaptation au mouvement. L'apprentissage technique d'une part, et d'autre part, les adaptations nerveuses qui permettent de recruter suffisamment d'unités motrices. Ce temps d'adaptation est un temps durant lequel la progression est en partie à attribuer au gain en spécificité sur l'exercice. Il ne témoigne donc pas tant d'une prise de muscle. 2. La variabilité entre les exercices d'un point de vue recrutement, courbe de résistance, amplitude ou exigence technique ou de coordination, peut changer considérablement le niveau de stimulus appliqué aux muscles, ce qui peut avoir un impact plus ou moins grand au niveau plus macroscopique du programme. Par exemple, certains mouvements peuvent impliquer un niveau de fatigue suffisamment grand pour perturber l'équilibre entre le volume et l'intensité de façon à ce que si aucun ajustement n'est fait sur ces variables, de la fatigue excessive s'accumule au fur et à mesure des semaines. 3. Le manque de comparabilité d'une période à l'autre. Le fait de changer souvent de mouvement rend plus difficile la corrélation entre progression sur un mouvement et progression sur un muscle. En effet, comme dit précédemment, le temps d'adaptation associé à un mouvement décorrèle la progression en performance sur un nouvel exercice avec la progression des muscles recrutés. Également, du fait des différences de levier ou de muscles impliqués dans un exercice, il peut être plus ou moins facile de gagner des kilos sur la barre avec le temps, sans pour autant que cela ne se traduise sur le muscle que l'on souhaite travailler, du fait que le stimulus appliqué à celui-ci ne soit pas équivalent. Autre mauvais choix, le choix d'exercices ou de techniques sous-efficients. Par exemple, des exercices ou des techniques favorisant l'utilisation de charges lourdes, à tout prix, en opposition à l'accumulation de tension mécanique appliquée aux muscles que l'on cherche à travailler. Par exemple, bench en prise très large, gros pontage, touch and go, gros leg drive, alors que l'on souhaite développer les pecs. Le choix d'exercice sur machine éclatée, parce que la salle dispose de machines, donc utiliser les poids libres serait du gâchis, visiblement. Mais bon, surtout parce que vous avez vu des influenceurs vous expliquer que les machines étaient stables et donc que vous pourriez exprimer plus de force et que ce serait forcément mieux. Ça aussi, il faudra sans doute en parler dans une autre vidéo. Exercice à sensation ou à congestion, souvent isolation avec courbe de résistance favorisant la phase de contraction. Dans la même ligne de pensée que les ajustements techniques pour soulever plus lourd, le fait de tronquer l'amplitude d'un mouvement pour retirer la partie la plus difficile, souvent la phase d'étirement encore une fois, pour utiliser les charges les plus lourdes. Le fait de ne pas retenir la phase excentrique aussi, d'utiliser le réflexe myotatique, d'utiliser l'élan pour initier la phase concentrique, toutes ces techniques permettent de manipuler des charges plus élevées, mais elles privent de la tension mécanique souhaitée pour avoir un maximum de stimulus pour la prise de masse musculaire. Dans ce contexte, on pourrait classifier le choix d'exercice ou de technique sous-efficient par rapport à l'objectif, le fait de limiter l'amplitude aux portions les plus simples et de ne pas retenir l'excentrique, comme de l'ego lift. Autre mauvais choix, incompatibilité du volume et de l'intensité. Certains parce qu'ils aiment la sensation, d'autres probablement à cause du discours de certains idiots du village qui leur auront fait intégrer l'idée qu'il est nécessaire de s'entraîner à l'échec, on y est revenu, le feront systématiquement pour chacun de leurs exercices et de leur entraînement. S'ajoute à cela le discours montant que plus de volume égale plus de gains peu importe le contexte, sans apporter de nuances. Et on a la recette parfaite pour avoir des pratiquants tendant de maximiser volume et intensité dans le même temps. Ça me semble évident, mais ça ne l'est pas nécessairement pour vous. Alors il faut que je vous explique qu'on ne peut encaisser qu'une certaine quantité de volume si l'intensité est maximisée systématiquement. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer que chaque série que vous ajoutez ajoute également son lot de fatigue. Néanmoins, je pense qu'il convient également de vous faire prendre conscience de la fatigue accumulée au sein d'une même série et de l'impact sur les séries subséquentes. Bien que plus les répétitions sont proches de l'échec, plus elles sont stimulantes pour l'hypertrophie, celles-ci s'accompagnent également d'une hausse de la fatigue qu'elles impliquent. Cela pose un problème lorsque l'on essaye de maximiser son volume d'entraînement. Cela permet d'ouvrir une petite parenthèse pour définir le rapport stimulus-fatigue au sein d'une série. Chaque répétition d'un exercice apporte un stimulus au muscle impliqué dans son exécution. Le stimulus est plus ou moins grand selon la proximité à l'échec. Également, à chaque répétition est associé un niveau de fatigue. La fatigue induit un coût en récupération qui grandit avec celle-ci et affecte la quantité de volume d'entraînement qui peut être toléré sur un entraînement ou sur le temps long. Pour faire simple,
Plus une série induit de fatigue, plus il sera long de récupérer et moins il sera possible d'en ajouter. Atteindre l'échec n'est pas un prérequis à la stimulation d'une prise de muscle. Le faire systématiquement, c'est être conscient que la fatigue associée réduit les possibilités de manipulation des autres variables de l'entraînement, volume et fréquence par exemple, pour garder la récupération sous contrôle. En outre, le volume total dont vous pourrez récupérer sera plus bas et au sein d'une même séance, la fatigue créée par les premières séries réduira l'intensité des séries effectuées a posteriori et les fera tendre plus rapidement vers la catégorie du junk volume. Autre mauvaise idée, l'overshoot. Celui-ci concerne plus les individus coachés ou qui suivent un programme, qu'il soit écrit par eux ou non. Certains semblent avoir l'impression que s'ils ne poussent pas chaque série à un certain niveau d'intensité, ils ne progresseront pas. Par exemple, ils pousseront à l'échec des séries censées être effectuées à une répétition de réserve. Cela revient au problème que l'on a évoqué précédemment. Le programme est pensé avec un certain équilibre entre le volume et l'intensité. Régulièrement excéder le niveau d'intensité demandé peut mener à un excès de fatigue et à un manque de récupération, créant finalement le problème de la stagnation que l'on souhaitait éviter. L'overshoot peut également avoir lieu pour différentes raisons. Typiquement, si un pratiquant semble ne pas réussir à progresser, il va overshoot afin de créer une illusion de progrès, en pensant gagner la répétition qu'il aurait dû gagner. Bien que si le RPE augmente, il n'y a pas de progrès effectif. Il peut également penser que le surplus de stimulus apporté par la proximité à l'échec permettra de débloquer sa progression pour les semaines à venir. Cela peut fonctionner si le programme manque de tonnage en général, mais ce qui me semble plus probable d'arriver, c'est que l'excès de fatigue creuse une dette de fatigue potentiellement déjà présente. Si un plateau est atteint dans la progression, c'est soit que des conditions particulières, mauvaise nuit consécutive, déficit calorique, stress, etc., empêche de récupérer ou de progresser comme habituellement, soit que le programme présente un défaut dans son écriture et qu'il convient de le modifier. Overshoot ces séries ne saurait être qu'un palliatif à court terme qui n'aura pour effet que d'être une touche snooze pour le plateau vers lequel vous dirigez inévitablement votre programme. Je pense, bien que je n'espère pas, que plusieurs d'entre vous se sont reconnus dans un ou plusieurs des exemples. Si vous pensez progresser en débit d'un compromis à une allure qui vous convient, il n'y a pas de mal, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez fait jusque-là du moment que vous êtes conscient des progrès que vous laissez sur la table et que vous êtes à l'aise avec ça. Gardez en tête malgré tout qu'un jour, le niveau d'exigence qui sera attendu de votre programme pour progresser ne permettra peut-être pas de faire certains compromis. Je pense qu'il est sain d'avoir un minimum de choix émotionnels qui garantissent que vous puissiez suivre votre prog. Cela aide si les aspects qui vous font prendre du plaisir sont alignés à vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, voyez ça comme pour l'alimentation. Pour manger sain et équilibré de façon régulière, vous pouvez vous autoriser un cheat meal, quelques snacks ici et là, du moment qu'ils ne représentent qu'une partie largement minoritaire de ce que vous mangez sur la semaine. Cependant, cela ne fonctionnerait pas si la totalité de votre diète était constituée de fast-food, graisse saturée ou sucre. Comme nous l'avons vu plus tôt, la régularité est le facteur de progression le plus important pour un débutant. Une fois ce stade passé, être en capacité de suivre son programme est absolument nécessaire pour qu'il y ait le potentiel de progresser si ce programme est bien structuré. Mais c'est là que le bas blesse. Une fois les New Begins passés, simplement être régulier et suivre un programme random ne fera plus l'affaire sous peine de rester un pratiquant intermédiaire toute sa vie, abandonner ou passer du côté obscur. En dépit de cela, beaucoup d'influenceurs insistent toujours sur cette idée d'adhésion et de régularité en mettant en avant le plaisir à l'entraînement comme le facteur numéro 1 pour la progression. Cela est le symptôme du fait que la majorité du public du contenu fitness est débutant. Les conseils sont en conséquence dédiés à ces jeunes pratiquants qui n'ont pas encore atteint le stade où il est nécessaire de complexifier un petit peu leur vision de l'entraînement pour surmonter des éventuels plateaux. Un autre exemple, qu'on évoquait un peu plus tôt, est celui d'encourager à s'entraîner à l'échec. Cela peut être une bonne idée pour enseigner à un débutant à mettre de l'intensité dans ses entraînements. D'autant plus qu'il ne manipule pas des charges suffisamment élevées pour qu'aller à l'échec ne crée de trop gros coups en fatigue. Mais cela peut devenir plus tard le facteur limitant du volume d'entraînement que l'on peut encaisser. Comme on l'a vu plus tôt, accumuler un trop gros volume d'entraînement avec une trop grosse intensité peut mener à créer des dettes de fatigue qui peuvent créer divers problèmes comme l'apparition de douleurs. Là où je vois un gros problème, et je dis ça parce que j'en ai fait les frais pendant ma pratique, c'est que le fit game ne prépare absolument pas à évoluer au-delà des quelques premières années de pratique. Les conseils qui sont donnés ont tendance à créer de mauvaises habitudes chez les pratiquants. Entraînement à l'échec systématique, changement de programme selon les envies, etc. Et finissent par se retourner contre nous quand progresser demande un minimum d'exigence. À partir du moment où un pratiquant n'arrive plus à progresser à l'aide des conseils qui lui ont été donnés, il commence par exemple à copier les méthodes d'entraînement d'autres influenceurs ou athlètes en se disant s'ils ont atteint un certain niveau, c'est forcément parce qu'ils font quelque chose de mieux. Non, c'est pas du tout parce qu'ils ont de meilleures prédispositions ou parce qu'ils sont dopés, non, du tout. D'autres pratiquants commencent à penser qu'ils atteignent leurs limites, car du fait de la similarité des conseils donnés par les différents influenceurs auxquels ils sont confrontés, ils pensent avoir fait le tour de ce qu'il y a à savoir sur la musculation, mais n'arrivent tout de même pas à progresser. C'est comme ça qu'on crée des individus qui croient en l'existence d'une limite naturelle, qui ont des standards extrêmement bas de ce que des pratiquants naturels peuvent atteindre, et pensent qu'il est nécessaire de se doper pour atteindre un certain niveau de performance ou de physique, alors même qu'ils sont totalement atteignables. Je pense donc que ce cruel manque d'information du fit game fait souffrir le niveau général des pratiquants, en créant indirectement des standards bas et en créant un plafond de verre pour les pratiquants qui ne seront pas assez curieux ou investis pour passer leur temps libre à se renseigner ailleurs pour combler le manque de connaissances, ou qui ne font pas appel à des coachs bien formés, comme à tout hasard chez nous, UETS. Plus d'infos,
par message privé sur Instagram. Également, cela contribue au fait que le sport ne soit pas pris au sérieux. Le fait que les gens cherchent toujours à réduire l'entraînement à ses principes les plus simples n'aide pas à inculquer une dynamique d'étude, de réflexion et de travail dans la pratique. J'espère personnellement et avec UOTS venir combler ce manque d'informations et aider à relever les standards que nous avons pour nous et pour le sport que nous pratiquons. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à me suivre, moi ainsi que mes partenaires chez Unshackled Overload sur Instagram. Encore une fois, si vous voulez que l'on vous accompagne dans votre pratique pour trouver l'entraînement qui aura le meilleur compromis entre vos préférences, vie en dehors de la salle et progression optimale, alors n'hésitez pas à nous contacter pour un suivi. Cela nous ferait plaisir de vous accompagner dans votre progression. Et avec cela, je vous dis à dans un an pour la prochaine vidéo.